Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, ça aussi, ça fait beaucoup jaser aujourd'hui. Il y a une garderie de Québec qui a commencé à servir uniquement de la viande halal aux enfants qui fréquentent l'endroit sans que les parents aient la possibilité de s'y soustraire. On en parle avec le journaliste au bureau d'enquête de Québécois, Jean-François Cloutier. Salut, Jean-François. Salut, Richard. Est-ce que c'est aussi suite à la dame qui avait téléphoné à Benoît Dutrisac puis qui avait dit « J'ai un de mes enfants qui va dans une garderie, puis c'est halal, etc. » Puis elle n'était pas contente. Il y avait une histoire qui était sortie, Radio-Canada avait sorti une histoire au Nouveau-Brunswick, effectivement, un district, un genre de commission scolaire là-bas qui a commencé à servir des menus halal. Oui, on a reçu des messages à la suite de ça, que moi j'ai commencé à vérifier. Puis effectivement, il y a ce cas-là qu'on parle là, d'une garderie de Québec là, qui commence à servir des menus halal. Bon, ben OK, ceux qui connaissent pas ça, les menus halal, les menus cachers, tout ça, ça change rien au goût, la viande, là. Strictement rien. Là. Ben, là-dessus, c'est ce qu'on nous dit, effectivement, que ça ne change rien au goût. Là. Moi, je ne suis pas un expert vraiment, mais si je me fie à certaines choses qu'on dit, j'ai entendu un peu aussi d'autres choses, mais... Ah oui? Oui, mais ça, je peux pas vraiment trop parler de ça parce que j'ai pas fouillé la question. Là, mais ce sera à voir, mais normalement, effectivement, ce qu'on dit, c'est que ça ne change pas de goût. En fait, moi, j'ai même parlé avec quelqu'un chez Olimel qui dit que la seule différence, là, pour eux, en tout cas, entre, mettons, un poulet halal et un poulet non halal, c'est qu'il y a un imam qui est présent et qui va faire une prière et qui est un imam qui est payé par Olimel. Donc, c'est ça qui fait pour chez Olimel que le poulet peut être déclaré halal, contrairement... Okay. Mais je pense qu'il y a aussi des changements. En fait, le halal, c'est une méthode, là, normalement, on dit que... En tout cas, le halal vraiment, vraiment traditionnel, c'est qu'on n'est pas censé étourdir l'animal, là, de ce que j'ai compris. Ben, c'est ça. On doit l'égorger. Jean-François, si tu permets, je veux rien que citer un texte qui est paru dans le magazine Le Point il y a quelques années. Il y avait un journaliste français qui s'appelait Michel Turin qui a écrit un livre suite à une enquête de plusieurs années. Le livre s'intitulait « Halal à tous les États ». Je veux rien que citer certains extraits de l'entrevue qu'il avait accordée au Point. À l'origine, seule la viande était halal, puis autour de ce concept se sont greffées toutes sortes d'activités, de commerce, de produits, de services qui n'ont plus rien à voir avec la viande. On trouve des cosmétiques halal, des petits pots pour bébés halal, du champagne halal, et même des hôtels qui s'affirment halal, parce que dans la chambre, on trouve un tapis de prière puis un Coran. C'est ce qu'on appelle l'extension du domaine du halal. En fait, le halal s'est développé de façon exponentielle parce qu'un certain nombre d'acteurs économiques ont récupéré et instrumentalisé ce précepte religieux pour en faire une business. C'est une business, là. C'est-à-dire que Olimel paie de l'argent à quel groupe pour que leur viande soit soudainement halal? Très bonne question. En fait, j'ai pas le renseignement, mais je sais qu'eux, ils disent qu'ils payent un imam. Donc, ils disent qu'ils n'ont pas voulu me dire combien ça leur coûtait cet imam-là. Mais oui, ils payent de l'argent à un imam. Je ne sais pas de quelle mosquée cet imam-là fait partie, mais oui, c'est certain que si on regarde vraiment, là, il y a un certain coût là, parce qu'on paye un imam. Puis, ce qu'on m'a dit aussi chez Olimel, c'est que la pression est venue beaucoup des détaillants. Les Costco, les IGA, les épiciers. Apparemment, ça, c'est la version, parce que souvent, dans ce dossier-là, Richard, c'est bien drôle, on se renvoie la balle un peu, tu sais, comme dans le dossier de la garderie de Québec, la garderie dit, c'est le traiteur qui nous a offert le halal, alors que le traiteur dit non, c'est la garderie. C'est comme si personne veut prendre un peu la responsabilité de dire que c'est eux qui ont décidé de mettre du halal, mais la version d'Olimel, c'est que il y a une pression des épiciers qui vient probablement de leurs clients, en fait, là, de gens qui demandent à ce qu'il y ait une offre halal. Et ça fait en sorte que Olimel a commencé à développer de plus en plus des produits halal. Ça peut poser des questions pour les défenseurs des droits des animaux. Je reviens à l'entrevue que Michel Turin avait accordée au Point. Dans l'abattage rituel, l'animal n'est pas étourdi. Un sacrificateur l'égorge. Les animaux doivent être conscients lors de la saignée pour que l'abattage soit reconnu comme rituel. Puis ils disent que des fois, ça se fait mal et l'animal est conscient et il y a une épouvantable agonie dans l'abattage rituel qui peut durer en moyenne 15 minutes. Donc, les défenseurs des droits des animaux, ça peut leur poser un certain problème d'éthique, mettons. Oui. Oui. Puis moi, j'ai vu même des cas où on parle d'abattage à la main, là, tu sais, le vrai 100% halal, comme si c'était encore plus halal, là, tu sais, vraiment, où on égorge l'animal avec un couteau. Là, il faut que la tête de l'animal soit tournée en direction de la Mecque.
Je pense que oui. Puis, en tout cas, il n'y a pas du tout là, d'étourdissement avant. Donc, c'est très clair que l'animal est vidé de son sang. Puis, c'est pas immédiat qu'il meurt. Là. Ça peut prendre plusieurs minutes. Donc, c'est clair dans ma tête que si on se fie vraiment à ce type d'abattage-là, oui, il y a une souffrance animale. Je pense que ça, c'est indéniable. Maintenant, comment c'est fait dans les endroits plus industriels comme Olimel, peut-être qu'ils ont trouvé une façon de endormir un petit peu l'animal, mais ça, je le sais pas. Mais effectivement, le halal, 100%, là, me semble qu'il y a une souffrance. Est-ce que c'est un peu, mettons, comme parce qu'il y a 2 élèves qui sont allergiques aux arachides, il n'y aura plus d'arachides dans le cafétéria au grand complet, parce qu'il y a 2 élèves qui sont allergiques au gluten, comme Stéphanie est allergique au gluten ici, il n'y aurait plus un plat qui va avoir du gluten. Tu sais, c'est un peu ça, là? Ce que j'ai compris dans l'histoire de la garderie qu'on rapporte aujourd'hui dans le journal, là, c'est vraiment ces 15 familles, en fait, et on peut penser qu'il y a 15 enfants à peu près, là, sur une garderie de 80 qui ont fait une demande, là. Ils ont demandé du halal. Donc, probablement que la direction de la garderie... C'était trop difficile de faire du halal juste pour eux autres. Ils ont dit, tout le monde va en avoir. C'est ça, c'est probablement ça qui est arrivé. C'est-à-dire que là, la garderie se retrouve avec une demande pour une quinzaine d'enfants d'avoir du halal. Puis là, ils se disent, bon, ben là, c'est compliqué pour nous de commencer à gérer ça, des menus halal, des menus non halal. Donc, ils ont, visiblement, ils ont décidé de dire, on va mettre ça tout halal. Puis là, après ça, l'argument, c'est toujours de dire, regardez, là, vous qui ne voulez pas nécessairement du halal, ça ne change strictement rien pour vous, à part qu'il n'y aura pas de porc. Mais pour le reste, le poulet, vous ne verrez même pas la différence, tout ça. Mais qu'il n'y a pas de porc, mais l'industrie du porc, ça embauche beaucoup de gens au Québec. S'il y a de plus en plus de demandes comme ça, puis que finalement, il y a tel cafétéria de tel hôpital qui dit non, ça va être tout halal, il n'y aura pas de porc là, il n'y aura pas de porc dans telle garderie, il n'y aura pas de porc dans telle école. Et, à un moment donné, il va y avoir un impact sur l'industrie. Oui, puis même il y a peut-être un impact de coût parce que des fois le porc est la viande la moins chère. C'est pas une viande qui coûte beaucoup très cher par rapport au bœuf, par exemple. Puis aussi, par rapport à ça, c'est que c'est pas vrai que ça dérange jamais personne qui ne veut pas de halal. Dans le sens que là, moi, j'ai parlé avec un parent qui, lui, est un gars qui est un peu plus, qui a plus de principes, des gens qui ont des principes peuvent être des athées, qui peuvent avoir des principes de laïcité très développés, qui, eux, se font imposer ça. Donc, on accommode un groupe, mais on en désaccommode un autre et on force l'imposition. Il y a quand même une dimension religieuse à ça, là, tu sais. Puis si c'était si anodin que ça, comme me le disait le parent dans mon article, pourquoi ceux qui le demandent, ils insistent autant pour que ça soit halal? Tu sais, si ça change aussi rien, pourquoi c'est si important pour eux, là, tu sais? Fait que je pense qu'il faut accommoder aussi les gens qui ne veulent pas d'intrusion du religieux dans leur vie. On parle de laïcité de plus en plus au Québec, mais ça, il y a quand même une manifestation de ça, c'est la religion qui rentre dans l'école par le biais de la cafétéria, dans une garderie par le biais de la cafétéria, etc. Il faut le dire, hein, halal, ce sont les musulmans, mais il y a la viande, il y a les éléments cachers aussi, là, qui sont là pour la communauté juive, puis la communauté juive ne mange pas de porc non plus, là. Non, en fait, j'ai regardé, c'est quand même relativement semblable, là, les exigences du halal et du kasher, là, mais il faudrait vérifier ça. J'ai pas pu pousser ça, mais en pratique, comment ça se traduit dans qu'est-ce qui fait qu'un aliment peut être considéré kasher, certifié kasher par rapport à halal. Ça, je suis pas allé là, mais oui, tu as raison de dire qu'il y a aussi ce rituel-là. Au Québec, il fut un temps, dans les années 50, peut-être, là, on monte longtemps, le vendredi, on mangeait pas de viande, on mangeait du poisson. Il y avait comme, je sais pas si c'était une tradition religieuse ou quoi, on faisait ça. Mais tu sais, c'est que ça pose la question, on est-tu laïque ou on n'est-tu pas laïque? Jusqu'où on permet la religion de s'imposer dans certaines institutions, puis jusqu'où, surtout, une minorité peut imposer ses demandes à tout le groupe? Oui, puis tu sais, il y a quand même aussi dans la culture québécoise, il y a des éléments, le porc, que je pense à des soupers de cabane à sucre, tu sais, il y a des moments dans la culture québécoise où le porc, c'est vraiment l'alimentation, le jambon, je sais pas, à Pâques et tout ça. Est-ce qu'on va couper ça aussi, tu sais, puis... Est-ce qu'on peut faire une différence entre le privé et le public, mettons, dans les garderies publiques, tu sais, qu'une garderie privée, par exemple, ou je sais pas, là, une cabane à sucre privée décide un soir, font un événement pour un groupe musulman, puis qu'il n'y aura pas de porc là-dedans, à la limite, ça regarde la business, puis ça regarde sa clientèle, puis bon, je m'en fous un peu. Mais tu sais, si les garderies 100% publiques, des hôpitaux, des écoles publiques et tout ça,
là, on peut se poser la question, là. Oui, puis tu sais, dans le cas qu'on rapporte, c'est sûr que c'est une garderie qui est non subventionnée. Il y a quand même des crédits d'impôt qui sont rattachés à ces garderies-là. Là, les gens qui envoient les parents ont droit à des crédits d'impôt, puis cette garderie-là est quand même accréditée par le ministère de la Famille. Donc, le ministère de la Famille encadre la garderie, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que il y a aussi des CPE, là, des garderies vraiment subventionnées, où là, les parents, en fait, on fait la même chose, on impose du halal, et pour l'instant, là, le ministère de la Famille a l'air d'un peu de se laver les mains ou de ne pas vouloir trop se mouiller en disant, il faut juste que le guide alimentaire canadien soit respecté. Ça me paraît un petit peu court. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on encadre ça et il va falloir peut-être aussi avoir le débat. Parce que ça aussi, c'est l'affaire. C'est comme si on dit, on ne faut jamais en parler. Mais ça alimente à un moment donné une insatisfaction chez les gens. Les gens ont l'impression de se faire passer en douce des choses. Si on veut vraiment le défendre, le halal, et je pense qu'il faut aller sur la place publique, avoir le débat et mettre des normes, peut-être qu'il peut y avoir deux options, la possibilité que des gens puissent avoir du halal, faire cet accommodement-là, mais de dire en même temps, on doit aussi garantir que certains qui n'en veulent pas puissent l'avoir, c'est peut-être ça. Mais tu sais, si, mettons, on forçait des musulmans et des juifs à manger du porc, les gens diraient, voyons, ça n'a pas de bon sens, mais eux autres empêchent les étudiants, tu sais, les enfants qui ne sont pas religieux, là, à ne pas... Puis il y en a des musulmans qui en mangent du porc, puis il y en a des juifs qui en mangent du porc, à ne pas en manger. C'est ça l'affaire. Puis ça date depuis longtemps. Tu dis, il va falloir en parler. Dès 2012, dans ton texte, j'ai écrit que le journal de 2012 avait rapporté qu'il y avait un CPE. Entre autres, il y avait des CPE où il y avait de la viande halal. Puis ça avait été dénoncé par certains employés des CPE. Oui. Il y avait eu cette controverse en 2012 qui est un peu tombée après ça. On a arrêté d'en parler. Mais moi, mon impression, Richard, puis je le vois avec les messages que j'ai aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'ils disent, c'est la pointe de l'iceberg. Là, si je veux parler, là, c'est-à-dire que là, on reçoit des messages de parents qui nous disent la même chose est arrivée dans ma garderie, dans mon CPE. Pas juste à Montréal, mais même maintenant en région. C'est comme si on ne s'est pas du tout intéressé à cette question-là pendant 10 ans. Depuis 2012, il n'y a presque pas eu d'article là-dessus. Puis là, on se rend compte que le phénomène a pris de l'ampleur. Et malheureusement, le ministère de la Famille, quand on leur demande avez-vous des données là-dessus, on n'a pas de données. Mais c'est sûr que quand tu n'as jamais de données sur rien, on ne comprend pas le phénomène. Puis tu sais, les gens, ils font des liens. Là, ils disent, voyons, il me semble dans certaines villes, on célèbre plus Noël, puis il n'y a plus de sapin de Noël, puis il n'y a plus de crèche pour ne pas offenser les gens qui ne sont pas catholiques. Mais de l'autre côté, vous nous enfoncez un menu halal ou cachant dans la gorge alors qu'on n'est ni juif ni musulman, tu sais, 2 poids, 2 mesures, etc. C'est ce genre de situation-là, floue, qui crée à un moment donné du ressentiment. Absolument, absolument. Moi, je pense que c'est ça. Il faut enlever le flou. Et peut-être que moi, je pense qu'il va peut-être falloir en offrir des menus halal, mais au moins d'encadrer ça et de donner une option non halal pour ceux qui n'en veulent pas. Ça serait le minimum des accommodements. Exactement. Jean-François Cloutier, on peut lire ce texte-là dans le Journal de Montréal, journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Merci beaucoup, Jean-François. Ça fait plaisir, Richard.